Cran, 4500 habitants. Cette petite ville de Mayenne vient de vivre une semaine sous les feux de l'actualité. Le site de production de lait infantile de Lactalis est à l'arrêt depuis un mois. Pour les habitants, c'est une première et une réelle inquiétude. Vous inquiétez quand même de ce qui se passe, que oui, pour tout le monde, aussi bien pour les bébés que pour le personnel qui est là, que pour les agriculteurs. Tout est embêtant, quoi. Ah, évidemment, ça va avoir une sacrée retombée économique sur la ville de Cran, parce qu'il y a quand même pas loin de 400 employés là, ici, à la laiterie. Donc évidemment, ça ramènerait beaucoup de problèmes. Lactalis travaille avec plus de 20 000 producteurs laitiers en France. Des agriculteurs contraints au silence, car chaque éleveur signe un contrat. Il leur interdit de critiquer le groupe sous peine d'exclusion. Dans ces conditions, rares sont ceux qui acceptent de parler. C'est des groupes qui sont habitués à une certaine rentabilité. Et malheureusement, on va en subir les conséquences, puisque nous, on est indexé, notre prix de lait est indexé sur leur prix de vente. Donc s'ils sont touchés dans leur chiffre d'affaires ou dans leur prix de vente, on sera forcément impacté. Les 250 salariés du site vont vivre une deuxième semaine de chômage technique. Et certains sont en colère, car dans les prochains jours, ils vont devoir se soumettre à des tests médicaux, des analyses de sel, seul moyen selon la direction de déterminer l'origine de la contamination. Ce petit village de l'Aude, difficile pour les habitants de trouver du réseau. Téléphone portable, internet, quasiment rien ne passe. Aucun service. Je dois aller faire 50 mètres de plus et je pense que là, en principe, ça va passer. On va voir, on va essayer. Ah, si. Non, ça y est, ça passe. Oui, allô? Un inconvénient au quotidien pour se retraiter. J'ai été pris de malaise, on a appelé les pompiers, le docteur était dans le village, et bien, on n'a pas pu l'avoir, pas de réseau. Comme ce village, 500 communes en France sont classées zone blanche, des endroits avec peu ou pas de réseau internet et mobile. Pour remédier à ce problème, l'État vient de signer un accord avec les 4 opérateurs téléphoniques. Ces derniers vont investir 3 milliards d'euros pour déployer d'ici 3 ans de nouvelles infrastructures. Installation de 5000 nouveaux pylônes pour chaque opérateur et couverture réseau des 30 000 km de voies ferrées, lignes de TER comprises. En contrepartie de ces investissements, les opérateurs sont exonérés de l'argent qu'ils versent normalement à l'État pour travailler en France. On leur dit, vous investissez beaucoup plus, avec plus d'infrastructures, et en contrepartie, l'État vous donnera accès soit au renouvellement, soit à de nouvelles autorisations d'émission. Un accord contraignant pour les opérateurs téléphoniques. En cas d'investissement insuffisant, des sanctions financières. Oui, des réponses tout d'abord à la situation ici à Vendin-le-Vieil, puisque les surveillants réclament la démission pure et simple du directeur de l'établissement. Ils le jugent responsable de l'agression de leurs collègues jeudi dernier et ils ont déjà prévenu, s'ils n'obtiennent pas de réponse, ils boycotteront la visite de la ministre mardi. Mais au-delà de ça, c'est révélateur d'un malaise bien plus profond. Cette agression a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et les surveillants réclament plus de moyens humains et financiers, ainsi que la reconnaissance de la dangerosité de leur métier. Un mouvement qui a pris de l'ampleur. Demain, ils appellent à bloquer toutes les prisons de France dès le matin, 6 heures. Une colère qu'ils veulent la plus vive. Construite à la fin du siècle dernier, Fresnes est l'une des prisons les plus vétustes de France. Bonjour monsieur. Cette parlementaire est venue le constater elle-même. Hier, on a essayé de vous joindre vainement. Donc, justement, si vous êtes sénatrice, il faudra demander à ce qu'ils mettent une standardiste comme il y avait avant. Mais il n'y a plus de budget apparemment. Plus de budget. Dès l'entrée, le ton est donné. Ici, 2500 détenus pour 1400 places. Les cellules font 9 mètres carrés. Nous mettons un troisième, qui sait, il a 20 ans, il fume la coke, il fume le shit, il fume tout ça. On ne peut pas supporter, nous. Le même constat depuis des années. Prison délabrée, installation sanitaire dégradée. Cette photo prise en 2016 lors d'une visite du contrôleur des prisons montre le dos d'un prisonnier rongé par des parasites. Pour les familles, chaque visite est une épreuve. Elles viennent parfois de loin pour se retrouver ici. Ce réduit crasseux et minuscule, c'est un parloir.
Aujourd'hui, on étouffait, on n'arrivait pas à respirer. C'est très très sale parce que y a des couples qui font des câlins, donc ça reste bon. Ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, ça reste sale. Cette ONG reçoit chaque semaine des dizaines de lettres de prisonniers. Ce qui revient de plus en plus, des conditions d'hygiène d'un autre siècle et la présence de rats. Il y a quand même eu l'année dernière des personnes qui ont été mordues par les rats et donc des cas de leptospirose, qui est une maladie extrêmement dangereuse qui peut être mortelle. Ils n'en peuvent plus de ces conditions de détention. Beaucoup nous demandent de les aider à porter plainte ou à être transférés pour changer d'établissement pénitentiaire. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie d'une dizaine de plaintes de détenus. Fresnes est à la fois surpeuplée et en manque de personnel. Les incidents sont quotidiens. On ne peut pas nous tolérer des agressions sur les détenus, mais sur le même principe, je ne peux pas accepter des agressions sur le personnel. Si on améliore les conditions de détention, on améliore forcément nos conditions de travail. Signe d'une situation alarmante, les surveillants demandent leur mutation dès qu'ils le peuvent. À Fresnes, 70% de Paris, Alexandre Caron fait régner la loi. Il est responsable de 380 élèves qui le décrivent comme un principal occupé et bienveillant. Il se lève tôt, il arrive en avance pour préparer ce qu'il faut faire. Il peut être gentil et drôle, ça arrive des fois, mais c'est rare. Il fait régner la justice un peu comme un super-héros. Les élèves sont bien là. La mission du super-héros maintenant, s'assurer que les profs aussi soient présents. Oui Agnès, tu peux venir dans mon bureau ? Avec ses collègues, le casse-tête du matin, c'est de trouver un enseignant d'accord pour remplacer la prof d'histoire qui sera absente le mardi suivant car elle accompagne une autre classe aux Archives nationales. Éventuellement, monsieur si on peut déplacer son cours du vendredi à 13h30 au mardi. La priorité, éviter aux élèves les heures de permanence et faire en sorte que le programme soit respecté. La prof d'histoire devra rattraper ce cours dès que possible. On compose, on tricote, on bricole, on jugule et on s'en sort assez bien. Bon, vous savez où me trouver. Il y a un gros problème, troisième étage. Une bagarre vient d'éclater entre deux élèves. Un prof a été bousculé. Le principal doit intervenir. En cours, là. Allez, en cours, en classe. C'est bon, allez, vous entrez, là. C'est bon. J'étais dans la salle, j'ai entendu le bruit dans les couloirs. Le garçon et la fille qui en sont venus aux mains se disputent régulièrement. Aujourd'hui, c'est allé trop loin. J'ai commencé la bagarre, j'ai voulu les séparer. J'étais projeté dans le mur. Je sais pas. Ça va ou pas, vous ? J'espère. Allez, vous y allez, si ça va pas, vous sortez. Vous avez... Mesdemoiselles, messieurs, là j'ai déjà un élève à gérer, j'ai pas remonté. Le principal conduit l'élève en cause chez la conseillère d'éducation. En confrontant la version des deux élèves, elle va élucider l'affaire. Le chef d'établissement tirera les conséquences. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait ? Alors pourquoi vous l'avez fait ? C'était même pas de la défense, là. On va appeler les parents qui viennent le chercher dans l'immédiat. On prononcera une sanction ensuite. Verdict, l'élève fautif sera exclu pendant 2 jours. Un climat qui pèse parfois sur le moral de certains enseignants. Et ça aussi, le principal doit savoir le repérer. Henri Housset est prof de français. Il remplace pour l'année un collègue en congé maladie. D'un lycée de Bretagne, il passe à ce collège parisien classé éducation prioritaire. Une adaptation difficile. Comment ça va pour vous avec les élèves de ce collège ? Je rencontre une difficulté à faire cours quand même. J'ai l'impression de ne pas faire cours, de ne pas véritablement faire cours. Même quand vous avez des cours en demi-groupe, c'est un peu plus facile. C'est un petit peu plus facile, mais je n'ai pas l'impression de leur apprendre grand-chose. C'est un peu... Alors je pense que c'est des problèmes de pédagogie aussi, de dispositifs didactiques et puis d'adaptation au niveau, mais ça c'est quand même quelque chose que je constate encore. J'essaye de m'adapter, etc., mais ça... Pour l'instant, je ne vois pas vraiment le fruit de mes efforts. Si ça peut vous rassurer, les difficultés que vous avez, je crois que tout le monde les a avec les mêmes élèves. Ce que vous vivez, même les collègues qui sont ici depuis plus longtemps le vivent aussi. Ce sont des élèves qu'il faut réussir à cadrer, et surtout les élèves de collège qui sont un peu plus immatures peut-être que ceux que vous aviez au lycée.
Voilà. Pas de recette miracle, mais grâce à son soutien et à celui de toute l'équipe, le principal pense que le nouveau professeur surmontera ces difficultés. J'essaie de leur faire prendre conscience de la chose suivante, c'est qu'ils font partie d'un groupe, d'une communauté, et que donc ils vivent les mêmes difficultés, et qu'on peut les résoudre ensemble aussi. Ce serait un échec pour moi si un enseignant vraiment craquait, pour employer cette expression un peu triviale, et sans que je l'ai vu venir et sans que j'ai pu l'aider. La journée s'achève pour les élèves. Pas pour le principal. Il doit encore animer le conseil d'administration. Au menu, vote des voyages scolaires et budget 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je vous remercie d'être présents. La journée finira à 20h ce soir-là. Le principal travaille environ 50 heures par semaine pour 4 900 € net chaque mois. Le portrait de ce dimanche. C'est une des idoles des réseaux sociaux qu'on peut suivre aux quatre coins du monde. Ici en humoriste. Bonjour. Ici en humanitaire engagé pour la cause des Rohingyas avec Omar Sy. Si vous avez les moyens de participer. Là, à Lille, assailli par des dizaines de fans. Ou sur un selfie avec Michelle Obama. Salut, ça va? Comment ce jeune Savoyard de 27 ans, Jérôme Jarre, est-il devenu l'un des internautes les plus remarqués de sa génération? Son esprit d'entrepreneur, Jérôme Jarre le développe très tôt, dans cette école de commerce à Bordeaux, où on se souvient d'un étudiant qui fait du bruit. Quelqu'un qui est, je dirais, très vivant, quelqu'un qui n'est peut-être pas l'assiduité académique qu'on aurait pu imaginer, mais sûrement déjà quelqu'un qui avait une énergie à revendre et une énergie d'entreprendre très forte. Impatient, il quitte l'école avant la fin du cursus pour rejoindre les États-Unis qui deviennent son terrain de jeu. Il se lance dans un concept qui fait fureur sur Internet, des vidéos de 6 secondes, pas une de plus, où il se met en scène dans des situations loufoques avec des anonymes. Succès immédiat, planétaire. Des millions de fans le suivent sur les réseaux sociaux. Il est si populaire que les marques l'approchent pour lui proposer des contrats, comme General Electric ou Turkish Airlines. Même les stars d'Hollywood tombent sous le charme du petit Frenchie et y trouvent un intérêt. Il incarne une sorte de pont générationnel, pour ainsi dire. C'est-à-dire que quand vous vous associez avec une célébrité comme lui, vous touchez une audience qui est particulière. Particulière parce qu'elle est jeune, mais aussi parce qu'elle se comporte, elle a des usages sur les réseaux sociaux qui sont très spécifiques. Ils vont liker, ils vont commenter, ils vont partager. En mars dernier, changement de registre. J'étais à l'instant au téléphone avec Après avoir amusé son public, un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en Jérôme face. Jarre dit vouloir donner du sens à son action, il se met à l'humanitaire. Et si on trouvait un avion et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie? Grâce à sa notoriété et à la force de frappe de son réseau, il parvient à lever 2 millions de dollars et à affréter un avion chargé de nourriture vers la Somalie. Lui-même se rend sur place et poste des vidéos pour montrer comment l'argent récolté est dépensé. Il y a 2 millions de personnes en Somalie qui souffrent. Bonjour. Dernière action en date, Jérôme Jarre se rend dans un camp de réfugiés Rohingyas. Au Bangladesh, dans le plus grand camp de... Omar Sy l'accompagne. En 48 heures, il récolte 1,5 million de dollars. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont ces êtres humains qui veulent aider le font ensemble. Et du coup, sont plus puissants. Et ça, c'est seulement possible grâce aux réseaux sociaux. Les acteurs historiques de l'humanitaire sont plus nuancés à l'égard de celui qui bouscule les pratiques. Je suis très impressionné par la capacité de mobilisation, mais je suis sceptique sur les capacités opérationnelles, car une action n'évolue pas au rythme des tweets quotidiens, voire multi-quotidiens. Une action, ça met du temps à se développer. Et par ailleurs, il y a un savoir-faire technique, professionnel, qui est nécessaire pour avoir un impact, pour avoir une réelle efficacité dans un milieu aussi compliqué qu'un camp de réfugiés. Donc imaginez... Certaines ONG humanitaires redoutent aussi le caractère éphémère de sa démarche. Sur les réseaux sociaux en tout cas, Jérôme Jarre continue d'hyper-médiatiser son action auprès